La Wastewater Management Authority a enregistré un déficit de 527 millions, 3,5 milliards d'emprunts, plus 11 millions comme découvert à la banque. Air Mauritius a accumulé un déficit de 16,5 milliards de roupies. Le subsidy account de la STC en octobre 2024 avait un déficit de 1,2 milliard de roupies. Et la Price Stabilization Account, PSA, au 13 novembre 2024, avait un déficit de 3,41 milliards de roupies. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous annoncer que ce déficit a été réduit à 3 milliards de roupies. Madame la Présidente, on a vu comment le MSM a traité les dossiers de la BAI, Betamax, Patel Engineering, Park and Blister, Molnupiravir, entre autres. C'était normal pour ce gouvernement MSM que de temps en temps, il y avait des ruptures de diesel et d'essence à Rodrigue. C'était aussi normal pour eux qu'il y avait des ruptures de gaz dans les stations de service. C'était normal pour ce gouvernement de laisser les gens pratiquer le decanting, et c'est-à-dire transférer le gaz depuis une bonbonne de gaz de 12 kilos, un gaz domestique pour transférer dans les voitures. Le decanting est très dangereux pour ceux qui le pratiquent. L'économie de Maurice a été détruite. Les piliers de l'économie ont été fragilisés. Le PIB a été artificiellement augmenté dans le passé. La valeur de notre roupie s'est dépréciée. Notre roupie a perdu presque 50% de sa valeur vis-à-vis le dollar américain. Le dollar américain qui se vendait à 32 roupies 06 le 11 décembre 2014 et le 11 novembre 2024, le dollar américain coûtait 46 roupies 92, soit 46,35% plus cher qu'en 2014. Madame la Présidente, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ces mots de Victor Hugo résonnent aujourd'hui plus que jamais. Face aux défis économiques, nous avons hérité et nous devons nous battre pour redonner notre nation stabilité, résilience et prospérité. Pendant une décennie, nos concitoyens ont souffert de l'érosion de leur pouvoir d'achat, de l'inflation galopante et d'une politique économique fondée sur l'endettement. Certains prix ont flambé plus de 100%, mettant à mal le quotidien des Mauriciens. Notre commerce extérieur s'est affaibli et nos entreprises ont perdu en compétitivité. Madame la Présidente, les prix des produits de base tels que le lait, le riz, le fromage et les médicaments ont augmenté depuis 10 ans, car la valeur de notre roupie s'est dévaluée énormément vis-à-vis les devises étrangères. Les consommateurs sont malheureusement impactés puisqu'on importe presque tous les produits alimentaires et non alimentaires. Et nous avons une équipe solide avec beaucoup d'expérience pour redresser cette économie. Des réformes courageuses seront mises en œuvre. On pose les bases d'un avenir solide et durable en renforçant nos politiques commerciales, en instaurant une transparence sans compromis et en érigeant un bouclier efficace pour protéger les consommateurs. Madame la Présidente, trop longtemps, nos concitoyens ont subi les effets d'une inflation dévorante. Il est inacceptable qu'à une époque où l'innovation et la transparence devraient prévaloir, tant de familles luttent encore pour accéder aux produits de première nécessité. Ce gouvernement prend l'engagement ferme de renforcer la protection des consommateurs par des réformes ambitieuses et une législation modernisée. Un projet de loi sur la protection des consommateurs initié en 2014 par le gouvernement travailliste, mais resté en suspens pendant une décennie par le gouvernement MSM. Nous nous engageons à le faire adopter dans les mois à venir, marquant ainsi une avancée historique pour la justice économique. Son objectif, lutter contre la spéculation abusive, contrer les monopoles déloyaux et instaurer des garde-fous contre les dérives commerciales. Madame la Présidente, dans un monde
où le commerce en ligne se déploie à une vitesse fulgurante, nous devons impérativement adapter notre réglementation. Trop de nos concitoyens ont été victimes de fraudes et d'escroqueries dans leurs transactions numériques. La protection des consommateurs est une obligation et une nécessité morale. Mon ministère mettra en place des mécanismes de régulation stricts pour garantir la transparence et protéger les consommateurs des abus du marché numérique. Madame la Présidente, par ailleurs, nous instaurons un système d'étiquetage par unité pour mettre fin aux stratégies trompeuses, telles que la réduction du format des produits, tout en maintenant leur prix inchangé, à l'image des législations en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne. Actuellement, le prix de 34 produits essentiels est réglementé. Nous allons élargir cette liste tout en veillant à préserver l'équilibre du marché. Madame la Présidente, le gouvernement de l'Alliance du changement est conscient que le coût de la vie est devenu cher à Maurice. On ne peut pas malheureusement régler en 3 mois l'incompétence de l'ancien gouvernement pendant ces 10 dernières années. Face à cette situation, mon ministère a proposé un plafonnement des marges, le maximum markup sur les légumes congelés en conserve que le Conseil des ministres a avalisé la semaine dernière. L'objectif de cette mesure est d'alléger la facture des consommateurs avec des baisses de 10% à 30% dès les prochains arrivages de ces produits. Laissez-moi, Madame la Présidente, de vous donner quelques exemples. McCain Tradition French Fries, 1080 grammes, qui est en vente aujourd'hui à 175 roupies, va baisser jusqu'à 30%. What is Peas, 900 grammes, 240 roupies actuellement, ça va baisser jusqu'à 28%. Mixed Vegetable Heinz, 450 grammes, 119 roupies, ça peut baisser jusqu'à 40%. Le Mushroom Kestrel, 67 roupies actuellement, va baisser jusqu'à 38%. Sweet Corn, Top Budget, maïs en grains, 285 grammes, 86 roupies aujourd'hui, va baisser dans les 108%, soit 41 roupies. Et un dernier exemple, Sweet Corn Bonduel 300 grammes, qui est actuellement à 97 roupies, peut baisser jusqu'à 45%. Madame la Présidente, les différentes associations de la protection des consommateurs ont bien accueilli ces mesures annoncées. Depuis sa fondation, Madame la Présidente, en 1982, la STC a été un pilier dans l'approvisionnement en produits essentiels. Aujourd'hui, face à un contexte économique complexe, le gouvernement lui confie une mission renforcée, stabiliser les prix et garantir un approvisionnement diversifié et sécurisé pour tous. L'Alliance du changement est pour la transparence. Un audit des opérations de la STC est en voie de commencer. Le dossier MMI, Mercantile and Maritime Investment Pte. Limited, a été envoyé à la FCC pour une enquête. Parallèlement, des systèmes de surveillance en temps réel seront mis en place pour prévenir toute spéculation abusive, assurant ainsi une régulation stricte et une protection renforcée des consommateurs. Nous agissons pour assurer la stabilité économique et défendre les intérêts de la population. Et la STC importera plus de produits de base si nécessaire. Madame la Présidente, Maurice bénéficie des accords commerciaux avec plus de 85 pays. Pourtant, ces opportunités restent largement sous-exploitées. Il est impératif de tirer pleinement parti des accords commerciaux qui nous lient à des partenaires majeurs tels que le COMESA, l'AGOA et la SADC, entre autres. Le temps des lourdeurs administratives et des barrières excessives est révolu. Nous allons implémenter la certification d'origine électronique pour le COMESA, un outil qui réduira drastiquement les délais de traitement et favorisera l'expansion de nos entreprises à l'échelle régionale et internationale.
Nous allons également accompagner nos exportateurs avec des formations spécifiques sur les normes internationales, les processus de certification et l'intelligence des marchés. Maurice doit retrouver sa place sur la scène économique mondiale. Madame la Présidente, le cadre réglementaire doit évoluer avec le marché. Mon ministère travaille avec la Competition Commission pour une révision de la Competition Act de 2007 pour renforcer la lutte contre les cartels, les monopoles abusifs et les pratiques anticoncurrentielles. Madame la Présidente, les Mauriciens ont élu ce gouvernement pour un véritable changement. Nous avons une mission claire, restaurer la confiance, garantir la stabilité et bâtir un marché juste et prospère. Avec rigueur, courage et détermination, nous avançons ensemble vers un avenir où le commerce et la protection des consommateurs seront non plus des obstacles, mais des lévriers de croissance et de prospérité. L'avenir de Maurice s'écrit aujourd'hui et nous le ferons avec détermination et responsabilité. Il nous faut travailler ensemble pour combattre la pauvreté, les fléaux sociaux, la corruption et la criminalité. Nous devons promouvoir l'investissement pour la prospérité de notre pays. Merci, Madame la Présidente. Thank you for respecting the time limit, Minister. I now call on the first member for constituency number 7, Mr. Payag. Yes. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, l'honorable Dr Navin Ramgoolam et son Premier ministre adjoint, l'honorable Paul Béranger, distingués ministres et députés de notre chère République. Je tiens à vous adresser mes plus vives salutations pour cette victoire historique que nous avons marquée ensemble. Nous sommes tous les bâtisseurs de cet édifice qui était en ruine et c'est ensemble que nous allons le reconstruire et l'embellir pour les générations futures. Dans le cadre de ce programme intitulé A Bridge to the Future, je constate que ma circonscription et mon pays pourraient retrouver un nouvel élan. Ce programme ne laisse personne de côté, il est réfléchi et conçu pour répondre aux problèmes auxquels nos citoyens font face aujourd'hui. En somme, c'est un programme mûr qui pourrait représenter la première étape pour sauver notre patrie d'une décadence inexorable, une décadence qui n'a pas été anticipée par nos prédécesseurs de l'Alliance soi-disant les peuples. En tant que professionnel et travailleur social et maintenant politicien, je souhaite aborder 2 ou 3 axes qui me tiennent particulièrement à cœur. En tant que médecin praticien de plus d'une décennie, il est de mon devoir de souligner que notre système de santé est gravement malade. Le programme présenté par ce gouvernement vise à reconstruire le système de santé pour mieux soigner, protéger et sauver des vies. Le programme reconnaît et travaille déjà sur les défis suivants. L'état déplorable des infrastructures médicales, le manque chronique de personnel hospitalier, le manque de formation, le contrôle inapproprié de la qualité des produits pharmaceutiques. La création d'un Health Regulatory Body pour superviser les services de santé entraînera plus d'égalité et d'accessibilité à davantage de citoyens. Les tarifs des cliniques privées ont atteint des niveaux jamais vus auparavant. Les patients qui n'ont pas d'assurance santé ont plus de difficultés à se permettre de se faire traiter dans ces cliniques privées. Et pourquoi cela? Parce que les cliniques facturent des sommes exorbitantes pour ceux qui en ont une assurance santé et aussi pour ceux qui n'en ont pas. Ceux qui pouvaient se permettre de payer des soins à un prix raisonnable il y a quelques années de cela ne peuvent plus se le permettre aujourd'hui. Un système pharmacare allègera le fardeau financier de nombreuses personnes qui doivent prendre quotidiennement des médicaments prescrits et non disponibles dans le système de santé publique. Les patients âgés souffrant de troubles cardiovasculaires, maladies de la prostate,
ceux nécessitant des médicaments chimiothérapeutiques ou contre l'hypertension ou même le diabète. La liste est longue. Cette décision si attendue sera mise en œuvre par ce gouvernement. Une unité de transplantation rénale complète et fonctionnelle bénéficiera à tous nos patients souffrant d'insuffisance rénale éligible et donnera une deuxième chance à de nombreuses familles vivant dans le désespoir, confrontées chaque jour à la situation difficile d'un proche dialysé qui est souvent affaibli, parfois amputé, confiné à un fauteuil roulant ou alité et qui doit se déplacer à bord des ambulances de nos hôpitaux 2 ou 3 fois par semaine pour des séances de dialyse. Compte tenu des taux d'incidence des cas gynécologiques et obstétriques compliqués et aussi des cas évitables de décès maternels et fétaux au fil des années, un hôpital ultra spécialisé en obstétrique aidera certainement à relever le défi de médecine à Maurice. En sus, nos citoyens n'auront plus besoin de voyager à l'étranger à leurs propres frais pour des traitements de fertilité, comme cela se passe actuellement. La majorité des pratiques actuelles est que ceux qui peuvent se permettre de voyager à l'étranger séjournent dans des maisons louées près des cliniques privées et font leur traitement qui dure quelquefois plusieurs mois au détriment de leurs emplois ici à Maurice. Offrir ces traitements gratuitement sur place bénéficiera à notre santé aussi bien que notre économie de manière très significative. Un hôpital pédiatrique ultra spécialisé sera l'une des meilleures choses qui puissent arriver à notre pays. Un hôpital dédié aux maladies difficiles à traiter est une nécessité urgente pour offrir aux enfants atteints de pathologies complexes les meilleurs soins possibles. Un tel établissement permettrait d'accueillir des experts de diverses disciplines médicales, de favoriser la recherche de pointe et d'assurer un accès rapide aux traitements les plus innovants. En centralisant les compétences et les ressources, cet hôpital donnerait aux jeunes patients une chance accrue de guérison et d'amélioration de leur qualité de vie. Investir dans cette infrastructure, c'est d'investir dans l'avenir de nos enfants et dans l'excellence médicale. Je tiens à féliciter particulièrement notre ministre de la Santé et du Bien-être, l'honorable Anil Béchou, pour son dévouement. Il brille au sein de son ministère et s'acquitte de ses responsabilités avec les plus grands soins et la diligence nécessaire pour un ministre de la Santé. Il a clairement manifesté son intention de lutter contre la maladie la plus mortelle, à savoir le cancer. Madame la Présidente, c'est avec une grande tristesse que je suis témoin d'une telle dégradation sociale accélérée au cours de ces 10 dernières années. La dernière décennie a entraîné une démoralisation du pays, des fléaux tels que l'alcoolisme, la toxicomanie, le surendettement, la violence domestique ont exacerbé la destruction de notre harmonie. Je cite de notre programme, "It is the conviction of government that our country needs a new social pact to reimagine our future together as one people, as one nation. Needs, rights, dignity and sense of humanism of our people should prevail." Fin de citation. Nos aînés, nos veuves, nos orphelins, les personnes en situation de handicap et nos citoyens les plus vulnérables ont besoin d'une attention particulière. Il est en effet important de mener les recherches sur les causes profondes de la pauvreté absolue et relative, du stress social, des angoisses et de la prolifération de la détresse dans notre société. L'Alliance du changement est convaincue que les familles heureuses et solidaires sont le fondement d'une société saine, stable et durable. Madame la Présidente, avec ce programme, je peux vous rassurer que nous sommes partis du bon pied et nous arriverons à bon port. Aujourd'hui, de nombreux jeunes se retrouvent confrontés à une réalité décourageante, notamment l'incapacité de trouver un emploi à la hauteur de leur qualification. Face à cette situation, il leur était difficile d'accepter le règne de la médiocratie et du népotisme qui semble souvent prévaloir dans le monde du travail. Nous avons constaté dans un passé pas trop lointain où les compétences moindres ont primé sur le mérite et cela a alimenté une profonde injustice sociale. Le besoin de rétablir la méritocratie où la compétence et le talent doivent être
les critères principaux du succès. Parallèlement à la question de l'emploi, un autre fléau qui ravage nos jeunes est la consommation de drogue, laquelle devient malheureusement une échappatoire pour ceux qui se sentent abandonnés et sans avenir. Il est plus qu'infortuné de voir de plus en plus de vidéos de Nisala Bonto circuler sur Facebook et TikTok où nos jeunes sont ravagés par ces drogues synthétiques. Alors que les jeunes cherchent désespérément des solutions à leurs difficultés, la toxicomanie apparaît comme une tentative de fuir la réalité d'un système qui les ignore. Au-delà d'un poison pour leur santé, ce phénomène est une crise collective qui reflète l'abandon de la jeunesse par le régime précédent, qui n'a pas pu s'offrir les perspectives d'avenir essentielles à un développement harmonieux à ce jeune. Madame la Présidente, nous vivons dans un pays où les drogues synthétiques sont 100 fois moins chères que le cannabis. Pour voir l'épanouissement social et la prospérité, nous devons infliger les peines les plus sévères aux trafiquants de drogues synthétiques et non leur offrir des voyages de première classe en avion. Heureusement, nous avons un leader qui est l'étoffe nécessaire pour prendre les choses en main. Oui, nous avons un leader qui puisse affirmer sans hésitation, je cite notre Premier ministre cette même semaine à Triolet, « Comment Ndimoun gagne la drogue dans ce loto pour saisir ». Cette décision, tout comme celle de régulariser les tailles des Kawar, cette année a été bien accueillie par notre population. Et savez-vous pourquoi? La réponse est simple. Ce gouvernement ne veut pas voir ces jeunes mourir. Madame la Présidente, ce gouvernement a pris l'engagement de réformer ces institutions défaillantes et de mettre en place des solutions concrètes pour protéger la jeunesse. L'un des axes majeurs de notre programme est la lutte acharnée contre le trafic de drogue. Il est impératif de renforcer les forces de l'ordre, d'améliorer la coopération entre les différents acteurs de la justice et de la sécurité, et aussi de créer des programmes de réinsertion et de prévention pour les jeunes tout en soutenant leurs familles. Si nous ne prenons pas d'action nécessaire maintenant, nous risquons de voir la situation s'empirer et de perdre encore plus de jeunes, ce qui aurait des répercussions dramatiques pour l'ensemble de notre société. Pour conclure, Madame la Présidente, je suis sûr que tous mes collègues de cette auguste Assemblée, y compris les représentants de l'opposition, admettront qu'il y a eu un laisser-aller considérable durant ces 10 dernières années en ce qui concerne les drogues synthétiques. Je suis également certain qu'ils se joindront à moi pour saluer le programme du gouvernement dans notre lutte contre la drogue et les trafics de drogue. Madame la Présidente, merci, je suis fini. J'appelle maintenant le third member for constituency Vieux-Grand-Port. Thank you, Madame Speaker. Madame la Présidente, d'abord, permettez-moi de vous présenter mes plus sincères félicitations à vous-même ainsi qu'à l'honorable Baloumodi pour votre élection en tant que présidente et vice-président respectivement de cette auguste Assemblée. Votre élection, Madame la Présidente, a pour effet de rendre à cette institution qu'est le Parlement ses lettres de noblesse. Elle représente aussi une véritable bouffée d'air frais pour ce que c'est que la démocratie parlementaire. Et je dis ça surtout, Madame la Présidente, surtout après le passage catastrophique de ce grossier personnage que fut cet ancien speaker de triste mémoire, celui qui a souillé le temple même de la démocratie et celui qui a sévi pendant les 5 dernières années. Et cela avec la bénédiction, voire même avec la complicité de l'ancien Premier ministre, Madame Speaker. Madame Speaker, j'aimerais aussi remercier les mandants, les électeurs de la circonscription numéro 11. J'aimerais leur dire merci. Merci pour la confiance qu'ils ont placée en moi, en nous, en cette équipe, en cette alliance, l'alliance du changement. Madame Speaker, je faillerais à mon devoir si je ne profite pas de cette occasion pour saluer tout bas mes 2 colistiers, l'honorable Anishta Babouram, ainsi que mon confrère, l'honorable Manuel Siburn. Je dois dire, Madame Speaker, s'il y a bien une circonscription où nous avons travaillé comme une équipe, soudée et de manière constante, et cela pas seulement pendant la durée de la dernière campagne électorale, mais pendant ces 5 dernières années, suite à ma défaite aux élections de 2019, c'est bien la circonscription numéro 11. Et je dis ça, Madame Speaker, surtout sans aucune garantie que nous y serions éventuellement candidats.
Et c'est justement grâce à cette détermination, Madame Speaker, c'est justement grâce à cette assiduité, grâce à ce travail d'équipe que nous avons réussi à reconquérir cette circonscription, la circonscription numéro 11, une circonscription que beaucoup parmi nous-mêmes qualifiaient de bastion orange, bastion MSM. Madame Speaker, ce n'est pas une coïncidence que je sois élu pour la toute première fois avec une victoire écrasante de 60-0. Ce n'est pas non plus, les circonstances en fait de cette victoire ressemblent étrangement à celles de décembre 1995. Décembre 1995, quand un certain Moti Ramdas fut lui aussi élu pour la toute première fois. Et quand un certain Moti Ramdas devint ministre pour la première fois, avec une victoire sans appel de 60-0. Et Madame Speaker, ce n'est pas une coïncidence non plus qu'il fut élu sous bannière d'une alliance composée d'une part par le Parti travailliste, mais aussi du MMM. Et ce n'est pas une coïncidence non plus que les deux leaders de cette alliance sont les deux leaders de cette alliance d'aujourd'hui, notamment le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ainsi que l'honorable Paul Béranger, l'honorable vice-premier ministre. Et aujourd'hui, Madame Speaker, 30 ans plus tard, l'histoire se répète. Madame Speaker, je profite de cette occasion pour saluer tout bas et pour remercier les leaders de cette alliance. D'une part, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, connu pour sa détermination, connu pour sa persévérance. Comme on dit en français, Madame Speaker, la persévérance, c'est le chemin de la gloire. J'aime bien lire cette phrase en français qui nous dit « In the battle between the rock and the stream always wins, not because of its strength, but because of its perseverance. » Et je n'ai aucun doute qu'avec cette même détermination, avec cette même persévérance, le Premier ministre saura relever le défi. Et il le fera assister l'honorable l'honorable vice-premier ministre, l'honorable Paul Raymond Béranger, qui lui aussi a placé toute sa vie au service de cette population. Et Madame Speaker, je profite ici de cette occasion. En fait, nous avons de la chance d'avoir parmi nous deux nouveaux partenaires. D'une part, Résistance et Alternative, un parti de gauche qui fait son entrée pour la toute première fois au Parlement, qui représente une bouffée d'air frais à cette Assemblée, et nos amis des Nouveaux Démocrates, qui se sont démarqués, qui se sont distingués de leurs anciens camarades du PMSD, qui eux n'avaient en tête que leur intérêt personnel. Madame Speaker, le discours programme s'intitule A Bridge to the Future, un pont vers l'avenir. L'avenir d'un pays, à mon avis, Madame Speaker, repose beaucoup sur ses valeurs démocratiques et constitutionnelles. On ne peut malheureusement que constater que pendant les 10 dernières années, pas une seule loi a été votée pour consolider notre démocratie. Pas une seule loi a été votée par le MSM pour approfondir nos libertés constitutionnelles telle la liberté d'expression. Bien au contraire, Madame Speaker, le MSM a tout fait pour étouffer notre démocratie. Le MSM a tout fait pour restreindre nos libertés constitutionnelles et a même tenté de faire de l'île Maurice une autocratie. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous, mais malheureusement pour eux, Madame Speaker, le peuple n'est pas dupe. Heureusement que nous avons un peuple souverain. Et c'est précisément pour cette raison que la population exaspérée s'est débarrassée du MSM et de ses alliés et a placé toute sa confiance en nous. Et je ne peux ici m'empêcher, Madame Speaker, de me rappeler de ce sentiment de soulagement. Ce sentiment de soulagement qui était si palpable sur les visages de ceux des gens de ma circonscription quand on parcourait la circonscription lors de notre rallye traditionnel, le lendemain de la proclamation des résultats, soit le 11 novembre 2024. Je ne peux m'empêcher de me rappeler de ce sentiment sur le visage, Madame Speaker. On pouvait même entendre les gens crier « Vive la liberté !» Et on pouvait même ressentir le poids je pouvais moi personnellement ressentir le poids de cette responsabilité qui nous a été confiée et de cet espoir qui a été placé en nous. Donc, de ce fait, Madame Speaker, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons vraiment pas droit à l'erreur. Cet achievement, nous le devons à la population. Afin de pouvoir, donc, Madame Speaker, je suis d'avis de ceux qui pensent que, afin de pouvoir bâtir l'avenir, c'est tout naturellement donc, après 56 ans d'indépendance, que nous revisitons ce document qu'est la Constitution de Maurice. Et je ne peux que me réjouir, de constater que les réformes constitutionnelles que nous proposons d'apporter se retrouvent au tout début même de ce document qu'est le discours programme. Et ces réformes, Madame Speaker, nous l'avons bien compris, ne sont pas une fin en soi. Ces réformes sont un moyen de mieux répondre aux aspirations, de mieux répondre aux attentes de la population et de garantir un avenir prospère et de renverser notre modèle de l'État-providence. Et dans ce même contexte, Madame Speaker, quand nous regardons le discours programme, je salue aussi l'annonce de la mise sur pied d'un Constitutional Review Commission. Et cela dans un délai de
Seulement 6 mois, Madame Speaker. Une commission qui étudiera entre autres, la possibilité d'amender la Constitution afin de s'assurer que les élections municipales se tiennent, les élections municipales ainsi que les élections villageoises se tiennent à des intervalles réguliers, de manière à ce que jamais, je dis bien plus jamais, un gouvernement puisse confisquer notre démocratie et renvoyer les élections comme l'a fait le MSM à pas moins de 3 reprises, Madame Speaker. En fait, je me réjouis personnellement de cette annonce, Madame Speaker, pour la bonne et simple raison que je faisais moi-même partie de ceux qui avaient contesté en Cour suprême, pas en tant qu'avocat, mais en tant que citadin de la ville de Quatre-Bornes. J'avais contesté la constitutionnalité de l'amendement qui avait été apporté au Local Government Act par le MSM afin de renvoyer les élections municipales sous prétexte de la Covid et sous prétexte d'un prétendu projet de réforme de notre local government, lequel projet n'a jamais vu le jour, Madame Speaker. Ils ont essayé de renvoyer les élections municipales, alors que se sont tenues, dites-vous bien, alors que se sont tenues les élections à Rodrigue, alors que se sont tenues les élections villageoises. Et là, je ne peux m'empêcher de saluer l'honorable attorney général qui fut un de mes avocats dans cette démarche, Madame Speaker. Madame Speaker, je salue également la proposition d'amender le chapitre 2 de la Constitution afin d'y introduire des droits fondamentaux relatifs à la santé, à l'environnement, la technologie, l'éducation et la culture. Bref, des droits socio-économiques ayant le même statut que d'autres droits constitutionnels existants. Cela démontre, Madame Speaker, la volonté de ce gouvernement de se préoccuper activement du bien-être de ses citoyens. Ces réformes, Madame Speaker, elle nous rappelle l'héritage que nous a laissé le Parti travailliste et ses leaders successifs. En particulier, Cessiou Sagar Angulam, qui ont œuvré pour mettre en place l'État-providence dont nous bénéficions toujours aujourd'hui. Ce sont là, Madame Speaker, des mesures qui ont forgé le bien-être de notre société. Nos tribuns, de par leur clairvoyance, de par leur vision éclairée, ont jeté les bases d'une nation plus juste et plus solidaire à travers des mesures telles la santé gratuite, l'éducation gratuite et la pension universelle. Le Premier ministre, par la suite, Madame Speaker, a poursuivi et amplifié cette vision en introduisant, par exemple, le transport gratuit et en continuant à œuvrer pour l'égalité des chances. Aujourd'hui, Madame Speaker, au sein de cette Assemblée, nous poursuivons ce travail avec les réformes en cours. Les droits socio-économiques qui seront inscrits dans la Constitution vont consolider davantage notre modèle d'État-providence. Donc, Madame Speaker, ces droits socio-économiques devront aussi incorporer le droit au logement afin d'adresser les difficultés rencontrées par de nombreux citoyens. Nombreux sont ceux d'ailleurs de ma circonscription se trouvant dans cette situation. Parce que je pense, Madame Speaker, que le droit au logement est un droit fondamental. Il incombe à tout gouvernement, à notre gouvernement, de prendre des mesures pour garantir que personne, je dis bien que pour personne, ne soit laissé pour compte. Et je suis convaincu, Madame Speaker, que l'introduction des droits socio-économiques avec un statut constitutionnel apportera son lot de soulagement à ces individus, en leur offrant la possibilité de vivre dans des conditions plus dignes, des conditions plus humaines. Il est impératif donc, Madame Speaker, que nous travaillions ensemble pour trouver des solutions durables à ces problèmes afin que chaque Mauricien, je dis bien que chaque Mauricien puisse vivre avec dignité et en toute sécurité. Le regard sévère de l'honorable Chief Whip, Madame Speaker, m'indique que mon temps est bientôt écoulé. Donc je vais conclure. Et en guise de conclusion, Madame Speaker, je dirais ceci. Madame Speaker, le passé est un cadavre qu'il faut enterrer, mais il peut néanmoins nous servir d'exemple afin de mieux bâtir l'avenir. Donc, inspirons-nous des réalisations de nos tribuns, apprenons des erreurs du passé, assurons-nous que nous ne les recommettrons pas, dirigeons le pays avec humilité, avec sincérité, avec dignité. Let Mauritius be Mauritius again. Et je suis convaincu, Madame Speaker, que l'équipe fraîchement élue ici au sein de cette Assemblée est pourvue non seulement de la détermination, mais des compétences requises afin de relever le défi. Ayons foi, Madame Speaker. Mauritius will be Mauritius again. Vive la République de Maurice et vive l'île Maurice. Merci. Vous étiez totalement dans les clous, hein? Vous étiez tout à fait dans les clous. Alors, j'appelle maintenant second member for constituency number 12, Maïbou Plaine-Magnan. Thank you, Madam Speaker. First, I would like to congratulate you and my friend Veda Balamoudi for your election.
as Speaker and Deputy Speaker. We can say that now we are very happy every Tuesday and Friday to be in this August Assembly. I thank all of the members that have been elected to represent the country for the next 5 years. A big thanks to the Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, the Deputy Prime Minister, Honorable Paul Béranger, who is also the leader of the MMM, my leader, to allow me for the 4th time to represent the same constituency number 12. And I feel deeply honored and privileged to stand before this August Assembly. Big thanks goes to my 2 colleagues, Honorable Ritesh Ramphal and Honorable Kevin Nakiram, who helped me a lot during this campaign. And thanks to be here together in this August Assembly. Of course, my heart's thanks goes to all the voters of constituency number 12, the Labour Party, Résistance Alternative, Nouveau Démocrate, and also the member of the regional MMM number 12. My family, my friend, for supporting me over 20 years in my political career. I wish to reassure them that I will do my best to serve them and the country. Madame Speaker, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est savoir gérer, comme l'a toujours dit notre leader, le leader du MMM, l'honorable Béranger. Pendant 10 ans, le précédent gouvernement nous a montré le contraire de ce qui est gouverner, c'est prévoir, ce qui est gouverner, c'est gérer. Pour eux, gouverner, c'est voler, gouverner, c'est détruire, gouverner, c'est mentir, gouverner, c'est dicter son peuple au lieu de protéger son peuple. Le pays était en bas là-haut. Il y a beaucoup d'exemples pour montrer la gestion catastrophique de l'ancien gouvernement. On se rappelle de la pandémie Covid-19. Au lieu de gérer la pandémie, ils ont passé leur temps à faire du business, à s'enrichir et enrichir les petits copains, les petites copines. Et j'espère que bientôt il y aura des enquêtes, comme l'a toujours dit le nouveau gouvernement. Bien sûr, je ne vais pas oublier le Wakasho, parce que j'étais impliqué directement. Ou le Wakasho, un gouvernement qui est censé de protéger son environnement, de protéger l'écosystème. Et pendant le Wakasho, le gouvernement nous a soumis à une catastrophe écologique. Jamais vu dans l'histoire de Maurice. Et là, nous, on a vu des milliers de Mauriciens qui versaient leurs larmes. Un gouvernement qui fait pleurer son peuple en laissant son écosystème et son environnement détruits. Et là, je profite de l'occasion pour saluer mes amis de Résistance Alternative qui étaient présents pour combattre ce marée noire. Et heureusement, on a un peuple. On a un peuple qui a su montrer son sens de patriotisme. Un peuple qui est venu les 4 coins de l'île. Ce même peuple qui a su montrer ce jour-là que nous étions un seul peuple, une seule nation. Ils sont venus tous aider pour combattre ce marée noir. Et je remercie tous les Mauriciens qui ont fait le déplacement, la diaspora et tous les écologies qui ont pu aider à rétablir notre écosystème. Madame la Présidente, le gouvernement MSM avait 10 ans pour gouverner. Parce que souvent on dit 5 ans c'est pas assez, quand même ils ont eu 10 ans. Pendant 10 ans, ils auraient pu nous prouver leur façon de gouverner. Mais malheureusement, on n'a pas eu une seule nouveauté pour booster notre économie. Au contraire, nous avons hérité d'une économie avec une caisse qui était vide. Comme l'a si bien dit le Deputy Prime Minister, ils ont même voulu voler la caisse. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié. Au moins, l'ancien Premier ministre a fait ce qu'il a dit. Je me rappelle lors d'une sortie publique, on peut tous voir sur YouTube, il avait pris parole, il avait dit « Je vais gérer l'argent du peuple comme mon propre argent ». Et là, aujourd'hui, on voit bien tout le monde comment l'argent du peuple a été géré par notre ancien Premier ministre. Madame la Présidente, pendant 10 ans, rien de nouveau. Bien sûr, en étant d'un enfant qui sort d'une famille de pêcheurs, la mère,
je ne vais pas m'empêcher de parler de l'économie bleue. Pendant 10 ans, on a entendu dans tous les débats budgétaires l'économie bleue, l'économie bleue, l'économie bleue. Que du blabla. Rien de concret. Et aujourd'hui, avec l'économie bleue, comme l'a si bien dit mon ami Damri, on aurait pu booster notre PIB par 4 à 5%. Avec l'économie bleue, alors qu'on est entouré de l'océan. Mais malheureusement, l'ancien gouvernement, au lieu de développer l'économie bleue, ils ont développé l'économie de la drogue. C'est l'économie de la drogue qui a été boostée pendant ces 10 ans. La drogue. Tout le monde sait que le pays pleure aujourd'hui avec la drogue. Et au lieu d'agir, le gouvernement a protégé. Comme on dit, ils disent toujours casse les reins à la drogue. Nous, on pense qu'ils ont plutôt roule les reins à la drogue. Et nous, on a le devoir aujourd'hui pour combattre la drogue. Parce que la drogue, c'est une affaire de tout le monde, quelle que soit votre couleur politique, quel que soit votre niveau social et quelle que soit votre communauté. La drogue a envahi notre société, Madame la Présidente. Et nous avons le devoir, et nous le ferons avec la volonté de tout un chacun, surtout avec l'expérience de nos deux leaders, le Premier ministre et le Deputy Prime Minister. On va combattre la drogue. Et qui dit drogue? Pour combattre la drogue, on doit commencer déjà par encourager nos jeunes à aller vers le sport. Mais malheureusement, Madame la Présidente, et là je remercie mon ami Deven Nagalingam, l'honorable ministre, qui a réagi très vite lorsqu'on a fait appel à lui pour aller visiter. Déjà un gouvernement qui fait rien pour le sport. En plus, si on voit l'état de nos infrastructures sportives, Madame la Présidente, nous on a le privilège, mon ami Ritesh Ramphol et Kevin Akiram, on sort d'une circonscription où on a eu le ministre du Sport. La dernière fois, on a fait une visite à la piscine de Mont-Albert. À part le bungalow qui se trouve à Pointe-Jérôme, on a la piscine de Mont-Albert. Madame la Présidente, vous allez être choquée. Une piscine est faite pour que nos concitoyens pratiquent la natation. Qu'est-ce qu'on a vu? Bassin crapaud. Un bassin crapaud. Donc, c'est ça un gouvernement qui voulait combattre la drogue. Mais je comprends, madame. Je comprends. Peut-être l'ancien ministre du Sport avait d'autres priorités. Son priorité, c'était plutôt peut-être de promouvoir une boisson gazeuse. De promouvoir une boisson gazeuse dont je vais taire le nom. Je pense que tous les membres savent de quelle boisson je parle. Il passait son temps à faire de la publicité pour cette boisson. Et de l'autre côté, madame la Présidente, la privilège, on a eu le privilège d'être dans la circonscription numéro 12, parce que après la publicité sur les boissons gazeuses, on a eu un ministre qu'on surnomme ministre 4%. Aujourd'hui, on a tous peur dès qu'il pleut. Dès qu'il y a des inondations, on a tous peur. Parce que pendant 10 ans, seulement 4% des drains a été fait pour notre pays. Et aujourd'hui, c'est nous. Alors que nous devons commencer notre programme, on doit reconstruire et rebâtir le pays. On doit revérifier tous les drains. À chaque pluie, on s'inquiète, Madame la Présidente. La liste est longue. La liste est longue, mais je dois féliciter le peuple mauricien. Le peuple mauricien, le 11 novembre, nous a démontré qu'on ne peut pas les acheter avec des allowances. On ne peut pas les acheter avec des fausses clés de maison. Au lieu de donner la clé pour ouvrir la porte, ils ont donné des clés pour ouvrir l'armoire, Madame la Présidente. Le peuple a su résister, comme nos amis si bien dit résistance. Ils ont pu résister à toutes de tentations politiques. Le peuple, le 11 novembre, a enlevé leur chaîne d'esclaves politiques. Le peuple a voulu souffler la liberté. Et je dis au peuple, merci pour votre résistance. Malgré les plantings, malgré les arrestations injustifiées, malgré toute injustice, on a tenu ferme. Même moi, je ne pouvais même pas m'asseoir sur le waterfront pour réfléchir. Même moi, j'étais arrêté. Donc, Madame la Présidente, le 10 novembre, le peuple a dit enough is enough. Avec leur propre stylo, le peuple a réglé leur compte, Madame la Présidente. Et là, aujourd'hui, mes amis, on est là pour travailler. On doit rendre à ce peuple qui nous a fait confiance. On doit le faire après 5 ans. Ils sont fiers de revenir vers nous. Et je suis sûr que nous allons gouverner avec le peuple parce qu'on a eu un 60-0, ce qui veut dire que le peuple est avec nous.
Et je profite pour saluer le MMM et son leader qui a participé dans 360 historiques. Et Madame la Présidente, je vais terminer pour vous dire, je ne vais pas m'empêcher de dire cet extrait d'une chanson française de Florent Pagny. Je cite, « On peut tout prendre, on peut tout enlever, l'argent, les voitures, le travail, mais on ne pourra jamais nous enlever notre liberté de penser. Vive la République de Maurice, vive l'Alliance du changement. » Thank you. The honorable second member for Grand Bay Poudre d'Or, Honorable Bijan. Thank you, Madam Speaker. Allow me to congratulate you on your election as Speaker of this National Assembly, as well for Honorable Balamoudi as Deputy Speaker. I would like to express my deepest gratitude to the people of my constituency, number 6, Grand Bay Poudre d'Or, to my whole family, and to those people, especially the youngsters who have been safeguarding the polling schools at night, before the election, and on the day of the election. I also wish to extend my sincere thanks to my two elder brothers, Honorable Mahenganga Persad and Honorable Ramitoya, in this journey, and we will continue to strive to ensure progress and well-being of our constituency. Allow me to thank the Honorable Prime Minister and leader of Labour Party, Dr. Navin Chandra Ramgoolam, for placing his trust in me. I wish to express my sincere gratitude to the Deputy Prime Minister, Honorable Paul Béranger, and all the members of Parliament. I must therefore congratulate all of us here in this August Assembly. Furthermore, and most importantly, I would like to thank my parents for all the sacrifices they did for me to be here, and I know how proud they must be feeling right now. As I take my first steps in this August Assembly, I am acutely aware of the immense responsibility that comes with serving our beloved nation. I will stand guided by all the principles I have learned till now. At the very outset, I wish to ensure the whole Mauritian population that they can breathe freely as the days of fear, oppression, and mass surveillance are over. People around the island have slapped the previous MSM government and said enough is enough. They have voted massively without any fear for the last election to have a change in regime under the leadership of Dr. the Honorable Navin Chandra Ramgoolam and Honorable Paul Béranger. For too long, Mauritius has faced economic and social stagnation under the MSM government, whose governance was impaired by mismanagement at all levels, erosion of transparency, a state full of corruption, and a widening gap between the rich and the poor. However, we stand at the dawn of a new era where l'Alliance du Changement can reclaim Mauritius' economic prosperity and democracy through a commitment to social progress, inclusive development, and citizen-focused approach. Being a former senior government official, now I can proudly say that this government will focus on restoring public institution independence, ensuring effectiveness, efficiency, and good governance for a stronger democracy and public trust. This government stands unwavering in its commitment to enhancing workers' rights, improving working conditions, and fostering a labor market that rewards hard work and dedication. A nation's prosperity is directly linked to the well-being of its workforce. And as Franklin D. Roosevelt wisely stated, I quote, "The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much. It is whether we provide enough for those who have too little." End of quote. To achieve this, this government will implement progressive policies that strengthen workers' protection, promote fair wages, and ensure health and safety at workplaces. A robust, fair, and dynamic labor market does not only benefit workers, but fuels economic growth,
attracts investment and enhances national productivity. Moreover, we will champion open and constructive dialogue between employers, employees, and trade unions to ensure that every worker voice is heard. Data from ILO suggests that countries with strong social dialogue frameworks experience higher economic resilience and lower unemployment rates. By embracing collaboration rather than confrontation, we will build a workforce that is empowered, protected, and motivated to contribute to the national development. This government aims to build a skilled and competitive workforce, reduce brain drain, and position the country as a hub of excellence. This initiative will not only empower individuals to achieve their full potential, but also ensuring a brighter future for all citizens, especially for the youngsters. Under MSM government, our country has experienced a significant collapse in the rule of law, leading to persistent social issues that have deeply affected families and communities. Weak governance, corruption, and lack of accountability have allowed crime and injustice to flourish, eroding public trust in institutions meant to serve and to protect. The consequences of this decline have been harmful, especially for the families which have been left vulnerable. During my election campaign trail, I have witnessed the suffering of parents struggling to provide a safe environment for their children. Many expressed fear and anxiety as they see their children falling victim to drug and crime, with little support from authorities. Some of our youngsters, once full of potential, are now trapped in a vicious cycle of addiction and despair. For too many families, the harmful effect of drug addiction have shattered their peace and harmony. Drugs have eroded the very foundation of our society, leaving countless households in distress. And in my constituency, starting from Poudre-d'Eau village, Goodlands, Rocheterre, Grand-Gobe, Cap-Maléré, Petit-Raffray, Velle, Fondissac, Grand-Bay, among others, there are many barons de la drogue, and I wish that police, ADSU, and other specialized units will take actions at the earliest possible. I witnessed neighbors complaining about rising insecurity and a sense of neglect by the state previously. This reality is not acceptable. We must restore the rule of law and implement concrete solutions to address these issues. Our families deserve hope, our citizens deserve security, and our youngsters deserve a brighter future. By implementing these efforts, the government aims to restore stability, promote family well-being, and rebuild the social fabric that has been undermined for the past 10 years. We will ensure that our investments in social welfare will yield economic benefits in the long run. This government firmly believes that the future of any nation can only be secured when its youth are empowered, hold the potential to drive change, innovation, and growth across all sectors. Therefore, it is crucial to position youngsters as key partners in socio-economic, cultural, and political development of the country. By empowering young people in every aspect of life, we foster a sense of responsibility and ownership in the development of our country, and we can harness their energy to tackle the challenges of today and tomorrow. Their active contribution will pave the way for a more dynamic, prosperous, and inclusive future for all. The youth are the future, and their contribution will shape the future we all aspire to build. To conclude, le gouvernement est convaincu qu'un engagement collectif envers une vision partagée où tous les acteurs de la société se rassemblent permettra à la nation d'avancer. En unissant nos efforts et en travaillant ensemble, nous pourrons surmonter les défis et aller de l'avant avec un objectif clair et commun. Cela garantira un avenir prospère pour notre pays, basé sur la solidarité, l'inclusion et un développement harmonieux au service de tous. As one people, united by shared values and dreams,
we rise above our differences and work together for a common purpose. As one nation, we embrace our diversity, draw strength from it, move forward in harmony, determined to build a prosperous and inclusive future for all. Unis dans notre diversité, nous sommes plus forts et plus résilients. To end, Madam Speaker, let me quote what Dr. Ambedkar, the chief architect of Indian Constitution, once said, I quote, "Political power is the key to social progress." End of quote. This serves me as a reminder of the role of a young politician. It is not just about holding office, but also to create meaningful and lasting impact for the betterment of the society and the whole Mauritius. Let Mauritius be Mauritius again. Long live l'Alliance du Changement. Long live citizens of Mauritius. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Honourable third member for Rivière des Anguilles and Souillac. Thank you, Madam Speaker. As I stand here to make my maiden speech, Madam Speaker, I'd like to thank the wonderful people who've helped me to this point. I am overwhelmed with joy, but above all, Madam Speaker, gratitude. I'm grateful to God, the Almighty, for guiding me and for blessing me with such wonderful and beautiful souls around me. To my mom and dad, I'd like to thank them for giving me such a solid foundation on which to build. To my family and friends, you know who you are. Thank you for your unwavering support throughout the years. And obviously, a special thoughts to my late brother. And I'm sure Razi would have been thrilled to see me standing in Parliament today. I'd obviously like to thank my constituency number 13, for their love and the trust that they've put in me. Number 13 was difficult. I can say it was. And being assigned number 13, 21 days prior to the elections, that was a huge challenge, Madam Speaker. But I'm happy and deeply humbled to be representing number 13. And I always say that it's a very, very beautiful constituency in terms of it's good food, people, values, cultures, and traditions. So thank you, number 13, once again. I would also like to honor the women who stand by me, Madam Speaker. And I just use the word love because recently I was touched by a gesture from women of my constituency giving me that handmade card written the first woman elected in number 13, and it comprises of many photos and pictures about my journey from campaign to being in Parliament, as you can see. So I'm deeply touched, and I would like to thank you from the bottom of my heart. I love you all. And to the men, I have a special message because I remember, I remember when I was assigned, that was my second attempt in number 13. I was assigned 21 days before. I went there, met Honorable Jaman, Honorable Narsingen. Thank you for your support as well. And many people were skeptical about a young woman of an Islamic faith winning the elections in number 13. And I apologize about that description. Unfortunately, this is how we are described in the political arena, young Muslim woman. So I just hope that that changes with time. And here I am today. Here I am today in Parliament, the first woman elected in number 13. And to all my chachas in number 13, my brothers, my elders and everyone else, thank you for breaking down discrimination, and thank you for trusting and respecting a woman as you do. So maybe sometimes we tended to be strict on men, but then number 13 was just fabulous. And I would also like to thank number 13 above all, Madam Speaker, for getting rid and saving our island from the irresponsible and dangerous political creators. I'm here referring to Savat Dodo and Kukuruku. So they would know Savat Dodo would be the Senior Minister of Finance and Kukuruku would be the Minister of Health. So thank you, number 13, for that as well. Obviously, lastly, I'd like to thank the leaders of this alliance, especially the Honorable Prime Minister. I think we all said it, you're a symbol of resilience. Thank you for that. But then above all, I'd like to thank you for leading with purpose and empathy. I always say that. Thank you for that. And Madam Speaker, many people have asked me why this alliance. And I tell them my choice is simple. My values align with those of the alliance.
Values such as opportunity for all and unity amongst all. And I'm also proud, Madam Speaker, to be part of an alliance which values compassion for the less fortunate. And since we're talking about the less fortunate, looking at statistics, facts and figures, Madam Speaker, I think I would be factually correct if I say women are too few. We are too few in Parliament, and I think it would be factually correct to say women are less fortunate in politics and other fields. So I call for and join those who call for gender equality and better women representation. And I know all the women MPs here have spoken about the discriminatory treatment that we often face while being in politics or when in politics. So I hope that changes as well with time. And I'm confident the Honourable Prime Minister will bring measures and amendments to ensure better women representation. And Madam Speaker, talking about Honourable Tanu said it the other day, we may be few, but we are fierce. And talking about a fierce woman, congratulations to you, Madam Speaker, and thank you for your fight throughout the years for a more equitable society. It's an absolute honour to have you as our Speaker. Thank you. And we have all spoken about the 10th of November 2024, and in fact, the 10th of November 2024, the people of Mauritius said it loud and clear. No government should dare play with their unity, well, our unity, dignity, and liberty. The moment internet services were interrupted, that was the day the youth decided to change the destiny of this country. We knew by then we did not deserve such a government. And obviously, everybody has been talking about Moustache Leaks and whether we won the elections because of Moustache Leaks. I will also only say Moustache Leaks only confirmed the malpractices and only confirmed how our country was being governed. And it is a shame, Madam Speaker, when you think of the amount of money that has been squandered, misused, misappropriated, or mismanaged. So much could have been done with that money. But then, as we usually say, you reap what you sow. So basically, the 2024 elections should remind us and any future government that our first loyalty should be to the people. So, and Madam Speaker, all this being said, I'm acutely aware of the challenges that our country faces in those uncertain times. Our public debt stands at a level that should be of concern to everyone. Our SMEs, the backbone of our Mauritian economy, have borne the brunt of recent economic disruptions. But then, Madam Speaker, businesses are not just statistics. They represent livelihoods and dreams. For too long, too many have been unemployed. For too long, too many have been suffering. For too long, too many have not had access to proper health care. So, and this is my appeal to this government. Le vrai changement, what people voted for, is not an option. It is a must. People are expecting a radical change from the old practices, and this includes nominations, Madam Speaker. Nominations and who are being nominated. We should ensure, and it is our duty to ensure that future generations, the young, are not burdened by today's choices. So this is my appeal to the government, and I'm confident, and this is why somehow I welcome the setting up of the Constitutional Review Commission, which will work on that within a delay of 6 months, I understand. So, Madam Speaker, the government programme, in fact, aims at shaping a new destiny for our country while preserving democracy. All the honourable members here present stand for a fair future for our citizens. And to achieve that fair future, we have to make the right choices about policy. And I'm proud when I look or read the government programme, which is here, it in fact reflects the right choices, giving hope to many, giving hope to those who had, well, lost hope somehow, or who had lost faith that they could one day save some money to build a home of their own. So, and as we know, employment is the pathway to prosperity and self-esteem, and I welcome the proposals made in the government programme to re-engineer the current systems with a focus on better preparing our youth for the world of work. And I also welcome the
evolutionary measures that have been proposed, and I have also listened to Honorable Babouram the other day speaking about the scourges faced by our elders and families. And because of alcohol, over-indebtedness, domestic violence, and so on. So I will also say, I wish to place on record that I'm proud to be a government which is working hard and dedicated to restructuring the family unit, and as well as fostering the development of every family member. And here, talking of family member, Madam Speaker, I'd like to thank the Honorable Prime Minister for thinking of one family member which we often forget, our pets. So thank you for thinking about the animal welfare. I'm here thinking of my 2 cats, my Gros Minou and my Petit Minou. I also have 2 cats. So I support the setting up of an animal hospital, and I'm sure that it's going to be one of those most crowded hospitals in Mauritius. But then, Madam Speaker, and I have an appeal to make to the Honorable Prime Minister. I know that we are providing for a campaign, spay and neuter campaign for stray dogs, and I'll make an appeal to you to extend the campaign for stray cats as well, because as we know, when cats give birth, they rarely give birth to one baby. So I hope the Honourable Prime Minister can consider that. And Madam Speaker, I've always been passionate about justice and maybe injustice. So, and one reform which is of particular interest to me is public interest litigation, because 15 years ago, while doing my undergraduate finals, Madam Speaker, I wrote on the need to implement public interest litigation in Mauritius. And here I am today, 15 years after, part of a government which is protecting its common citizens' rights to access justice, as well as giving them a voice in matters of public importance. And my last reform that I'd like to address is the legal reforms being proposed for innovation and creativity, because we are at the moment navigating Industrial Revolution 5.0. So I welcome those legal reforms, making Mauritius an intelligent island through radical digital transformation. And I am confident that this will help Mauritius have an edge in the region of Africa, as well as bring Mauritius to new heights. So, Madam Speaker, I'll sum up. As a whole, I'll say that the government program reflects our capacity to overcome self-interest, and focus on the greater good of the nation. However, there's one social ill that I cannot miss and that we should get rid of, that is the fléau de la drogue. So many families are suffering, and this is why I make an appeal for urgent action when it comes to combating the devastating effects of drug abuse. So, Madam Speaker, our country has faced challenges, and we've emerged even stronger because our strength lies in our unity. So let us take bold, decisive action to chart a path to recovery and growth, because what matters at the end of the day, us being able to state at the end of our mandate that we were a government of the people, by the people, and for the people. Vive l'île Maurice. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you very much. I don't know if I can venture to say being a young, tiny Muslim woman is not a disadvantage. I think maybe we would break for half an hour at this stage, and we come back exactly in 30 minutes. Thank you very much.